savez, le Mali a 7 frontières. Et à chacune de ces frontières, il peut y avoir une guerre. C'est pourquoi, sous la Deuxième République, la doctrine militaire était que le Mali devait être en capacité d'intervenir simultanément à chacune de ces 7 frontières. D'où l'accent avait été mis sur l'aviation. Et c'est cette aviation qui avait disparu. Aujourd'hui, nous sommes en train de la reconstituer et c'est une très bonne chose. Maintenant, pour ce qui concerne les blindés, les tanks, les véhicules terrestres, les drones, et tout ça nous vient de pays différents. Il y en a qui viennent de Chine, il y en a qui viennent de Turquie, il y en a qui viennent de Russie. Ça veut dire que nous avons eu raison de diversifier nos partenariats et cette diversification va nous permettre d'acheter ce que nous voulons. Mais ce que vous devez avoir aussi en tête, c'est que tous ces achats n'auraient pas été possibles si nous étions restés dans l'ancienne relation que nous avions avec la France. Parce qu'il faut comprendre que quand la France est venue en 2013 pour libérer le pays, elle était liée d'un pacte avec les rebelles de la CEMA. Donc elle était la garante principale de l'accord d'Alger. Elle était également la garante de la MINUSMA qu'elle avait fait venir. Donc elle ne pouvait pas laisser diplomatiquement, politiquement, le Mali s'armer comme il voulait, parce que la montée en puissance de l'armée malienne signifiait une menace contre la CEMA. Et donc, c'est pour ces raisons-là que la France nous a empêché de nous armer. D'ailleurs, l'ancien président, paix à son âme, Ibeka, lors d'un séjour à Ségou, l'avait dit. Il dit, nous voulons nous armer, mais on nous en empêche. Voilà. Qui nous en empêche? Voilà. Professeur Gakou, d'aucuns diront que... Le débat sur le terrain où il a eu un diplôme là. Et puis j'ai suivi des cours de stratégie militaire de l'école de guerre de Paris quand même. Oui, mais figure-toi que... C'est pas rien là. Et pourquoi tu n'es pas dans l'armée, s'il te plaît? On m'a pas réfuté. Bon, donc ce que moi je sais, bien que je ne sois pas spécialiste militaire, c'est que le territoire du Mali fait presque 3 fois celui de la France. Pour surveiller un tel territoire, c'est extrêmement difficile et tout le monde convient que nos frontières sont poreuses. Si elles ne l'étaient pas, tous ces terroristes ne nous auraient pas envahis. Maintenant, c'est bon d'avoir une aviation, mais l'aviation peut faire des frappes, empêcher des progressions, mais il faut des troupes pour contrôler le terrain, pour occuper le terrain. Et nous, on n'a pas suffisamment de troupes pour occuper tous les villages qu'on libère. D'où la nécessité d'avoir recours à ce que Bamba appelle la cyberdéfense, mais pas une cyberdéfense virtuelle seulement. Moi, le maillage territorial par des moyens électroniques en vue de détecter les menaces, ce qui va déclencher la réaction des drones et des avions, ça, c'est une hypothèse tout à fait envisageable et réalisable. Donc, et je ne pense même pas que ça coûte très cher de mettre des balises tout le long de la route de Kidal-Gao, et chaque fois que des engins s'approchent, il y a des alertes qui déclenche la réaction des drones et de notre aviation. C'est extrêmement important de mettre ça en œuvre. D'accord. Et allez-y. Je suis tombé dans le boomerang. Sans m'en rendre compte. Donc je voulais dire qu'il fallait mettre en œuvre cette politique-là et de toute urgence. Et bien que le professeur Gakou parle de l'insuffisance de nos moyens, je pense que puisque nous sommes au stade de la diversification des partenariats, un pays comme Israël ou un pays comme le Maroc, la Russie même, a des moyens pour nous permettre d'avancer dans ce domaine-là. D'accord, on va orienter le débat sur un sujet... Ce que je voulais ajouter, la guerre contre le terrorisme, la lutte contre le terrorisme s'étale dans le temps. Je suis entièrement d'accord avec ce que Villepin a dit. Ce n'est pas la guerre
qui peut combattre le terrorisme. Mais plutôt, c'est une stratégie basée sur la dispersion des forces, le contrôle électronique, les actions ponctuelles, les surveillances, etc., etc., et surtout le renseignement. D'accord. Voilà, donc nous devons nous mettre en position de mener une telle bataille sur la durée. Et d'ailleurs, c'est ce que la France voulait faire. Ok, bien entendu, quand elle vous parlait de réarticulation des Barkhane, elle a compris que la guerre frontale là ne rapportait pas. Merci, maître Cheikh Oumar Konaré. On va orienter le débat non pas sur un domaine dans lequel Bamba a eu des diplômes, mais un domaine dans lequel Magalou est expert pour avoir été aussi conseiller à la présidence des questions de finances. Par rapport à tout cela, Magalou, le budget, on dit que c'est une acquisition sur budget d'État, mais est-ce que le risque n'est pas souvent de déshabiller Jean, habiller Paul? Parce que dans les domaines, par exemple, comme l'agriculture, les paysans peuvent avoir besoin d'engrais. Ce qui est investi dans les équipements militaires, comment faire pour que ça ne puisse pas impacter négativement sur les autres domaines? Ou est-ce que vous pensez que présentement, il faut donner la priorité, toute la priorité aux équipemements militaires? Très bien, c'est une question assez importante, mais juste pour revenir sur, pour réconcilier tous mes co-débatteurs, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, a proposé aux pays africains non seulement de former des astronautes, mais aussi de les former pour le cyberespace. Comment utiliser le cyberespace pour lutter contre les différents conflits qu'il y a sur le continent africain. Ceci dit, maintenant, la loi de finances, qui est la programmation, en tout cas la prévision en ce qui concerne les dépenses budgétaires et les recettes budgétaires, définit les priorités nationales. Pour le moment, j'ai dit, la défense et la sécurité sont la priorité des autorités de la transition, 23% des dépenses budgétaires. Mais le second poste, le deuxième poste, je devrais dire, de ce budget d'État, ce sont les enseignements, avec 19%. Et ensuite, vous avez l'agriculture, avec presque 11%. Et ensuite, vous avez la défense, la santé et les affaires sociales, qui se trouvent à un peu moins de 10%. Donc ça, ce sont les quatre priorités, les trois priorités les quatre priorités du gouvernement des autorités de la transition. Donc, en réalité, cet exercice de programmation budgétaire a pour objet de voir un peu les capacités de l'État. Parce que à travers les recettes fiscales, on détermine quelles vont être les rentrées budgétaires, et aussi on projette les dépenses budgétaires. Et comme vous le savez, depuis 60 ans, nous avons toujours un déficit budgétaire. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à boucler ce budget, c'est-à-dire nos ressources budgétaires ne suffisent pas à combler l'ensemble de nos dépenses budgétaires. Les dépenses budgétaires sont toujours supérieures aux recettes budgétaires. Donc maintenant, c'est la dette publique qui va combler ça et l'assistance extérieure. Donc tout dépend de envisage comme stratégie par rapport à cela. Sinon, aucun secteur n'est négligé, mais à travers le budget national, vous voyez les différentes priorités par ordre. D'accord. Et malheureusement, la culture, la justice sont les parents pauvres, environ 1% ou moins de 1% de ce budget. D'accord, on est à 20-30 minutes avant la fin de l'émission, mais j'aimerais poser peut-être une dernière question là-dessus à professeur Gakou. On sent dans la démarche une politique volontariste, vous-même vous l'avez rappelé, d'une armée à terre. Il y a à peu près 10 ans, on est en train d'aller vers une armée en plein dynamisme avec le vecteur aérien, avec du matériel au sol, avec un maillage des garnisons ça et là. On a parlé de Kita et de Bougouni. Quelle peut être la suite, professeur? La suite, c'est d'avoir... on a tout ça. Non, la suite, c'est d'avoir un pays qui a une autonomie de décision. Ça, c'est important. Parce que vous savez, l'armée, le rôle de l'armée, c'est de permettre à l'autorité politique de prendre les décisions qui sied au pays en toute indépendance. Donc, en cela, au moment où ce dispositif deviendra complet, en tout cas, où il atteindra un stade optimal de développement, eh bien, le pays peut être considéré comme un pays qui garantit
la sécurité des personnes et des biens sur son territoire. D'accord. C'est pas une suite, mais c'est peut-être un défi, Bamba. Le défi aussi pourrait être comment intégrer des ex-combattants qui, à un moment, avaient pris les armes contre le pays, comment les intégrer dans cette dynamique-là, sans que l'histoire ne se répète. Là, ça fait partie aussi des défis de cette armée-là. Oui, ça fait partie des défis, mais moi, mon point de vue là-dessus, c'est que il faut vraiment regarder par deux fois cette politique d'intégration. Comme vous l'avez dit, l'histoire récente de notre pays milite en faveur vraiment d'un arrêt sur l'intégration systématique de ceux qui prennent des armes dans notre armée. Ça devient une rhétorique. Et moi je pense que c'est même un blanchiment de cerveau. C'est-à-dire pour rentrer dans la fonction publique, il faut prendre les armes. Et quand on prend les armes, on fait la démobilisation, on vous intègre. Mais les autres parties du Mali qui ont subi, moi je viens d'une région qui a toujours soutenu le Mali. Et certains même disent que c'est l'île du Mali, mais on n'a jamais pris des armes pour revendiquer quoi que ce soit. Il faut que par pédagogie, nous refusions maintenant d'intégrer ceux qui prennent les armes contre le pays. Quoi qu'il arrive, ils ne seront pas intégrés. En tout cas, tout sauf les forces armées de sécurité. Oui, si on n'a pas cette pédagogie vis-à-vis de nos enfants, je pense que nous allons créer des antécédents pour l'avenir et qui ne sont pas vraiment très souhaitables. D'accord, les défis, Makalou, Konaré, sinon on poursuit. Hein, oui, mais la dissuasion, je pense que la dissuasion est plus importante que la force. Ce que tu dis, avec ce qu'on voit, si on laisse l'armée aller au bout de sa stratégie, au moins, mais il faut que les autorités sachent que la politique d'armement, d'équipement de l'armée doit être accompagnée d'une politique de communication. Il ne faut pas laisser les réseaux sociaux prendre le relais de ce que l'État est en train de faire, parce qu'on trouve toutes sortes d'informations non crédibles concernant et qui n'ont aucun rapport avec ce qui se passe sur le terrain officiel. Il faut vraiment contrôler un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à ce que les uns et les autres disent. Mais ce que je vais dire, il faut toujours qu'on se souvienne aussi de ce que le président Modibo Keïta a dit un 20 janvier 1961, qui est la fête de l'armée, mais qui consacre surtout la fermeture. La MINUSMA, non-renouvellement de son mandat en juin prochain. Est-ce que vous pensez que des manifestations de ce genre-là peuvent influer sur le maintien ou pas de la mission au Mali? L'opinion publique est toujours un guide pour les dirigeants. Mais avant de demander le départ de la MINUSMA, il faut d'abord s'interroger. Qu'est-ce que la MINUSMA est venue faire chez nous? C'est à la demande du Mali et des groupes rebelles que la MINUSMA est venue. Elle est venue pour s'interposer entre la CEMA et l'État malien, afin qu'il n'y ait pas de reprise de la guerre entre les groupes rebelles et l'État malien. À l'époque, l'État malien était à terre. Aujourd'hui que l'État s'est réarmé et se sent en capacité de reconquérir tout son territoire, la MINUSMA devient un blocage. Et donc, autre temps, autre mœurs. Si vous voulez aujourd'hui que la MINUSMA parte, c'est simplement parce que tant que la MINUSMA est là, on ne pourra pas reconquérir les zones du nord par la force. Parce que ces zones sont occupées par des groupes armés qui occupent leur position en vertu de l'accord d'Alger et que le Mali ne doit plus attaquer. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, et tout le monde est d'accord que de 2013 à nos jours, la MINUSMA s'est plutôt révélée inefficace dans la lutte contre les terroristes. Si vous voulez dresser un réquisitoire contre la MINUSMA comme Sidiki Kouyaté vient de le faire, ce réquisitoire est très facile à dresser. D'accord. Pour être tout à fait complet autour de cette information, il faut rappeler qu'il y a eu aussi des manifestations à Tombouctou, Gao, pour cette fois-ci demander le maintien de la MINUSMA au Mali. On est dans un débat, il faut qu'elle parte, la MINUSMA, il faut qu'elle reste. Vous en pensez quoi?